Bonjour, bienvenue à tous. Cette vidéo, c'est la deuxième partie sur la notion du bonheur, sur apprendre à être heureux. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer notre stress et à aussi comprendre quels sont les actes du quotidien qui, à nos dépens, stressent notre cerveau. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement limiter ça et essayer de... Plus on est détendu, plus on sera heureux en fait. Donc on va essayer justement de mettre ces deux choses en place pour pouvoir vous permettre d'avoir un sentiment de bonheur plus important dans votre vie. Je dois avant de commencer vous avertir, c'est que si en regardant cette vidéo, à la suite de cette vidéo, en tout cas vous ne posez aucun acte, eh bien en fait il ne se passera rien. C'est un peu comme si vous regardiez à la télé du sport en pensant qu'en regardant, on va dire, un match de foot, vous allez vous-même vous muscler. C'est à peu près du même acabit. C'est-à-dire que si aucun acte n'est posé, aucun changement ne sera effectué dans votre vie. C'est la répétition des actes que je vais vous proposer aujourd'hui qui va provoquer un changement dans votre cerveau, notamment parce que ça va modifier la biochimie de votre cerveau et ensuite ça va en changer sa plasticité. Et de ce fait, nous aurons un changement global de l'état d'être chez l'être humain. Le problème dans notre société par rapport à ce genre de vidéos notamment, c'est que les personnes, on va dire, veulent le but, mais ne veulent pas le chemin qui mène au but. Et ils veulent acquérir des connaissances, mais ils ne veulent pas l'apprentissage. Et c'est une vraie problématique, parce qu'aujourd'hui, sans apprentissage, il n'y a pas de réussite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir, on va dire, une faculté si on ne la travaille pas. Il n'y a pas de secret et dans cette vidéo, je ne propose pas de miracle. Je propose justement, par la répétition des actes nouveaux que vous allez faire, de changer votre plasticité et de changer votre intérieur du coup. Votre intérieur psychique, bien entendu. Donc, sans surprise, je ne vous promets pas de miracle sans action. Parce que rapidement, si on met en place ce que je vais vous proposer tout à l'heure, si on le met en place, rapidement, on a des résultats. Et des résultats qui sont importants. Notamment, là, on a des chiffres. Sur la cohérence cardiaque, ce dont je vous parlais dans la précédente vidéo, eh bien, en 3 jours de 3 fois 5 minutes, eh bien, nous avons une diminution du stress global dans le cerveau de 40%, ce qui est énorme en fait. Après, on va aussi parler de la méditation et je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ce que physiologiquement la méditation fait dans la biochimie de notre cerveau, parce que si on vous dit juste faites de la méditation, eh bien, je ne pense pas que ça vous encourage à le faire. Je pense qu'en fait, il faut vous expliquer ce que ça provoque. Et le fait de vous l'expliquer, comme lorsqu'on comprend mieux quelque chose, eh bien, parfois on y adhère et parfois on a plus de motivation à le faire, eh bien, c'est ce qu'on va faire là. Mais avant de vous expliquer ce que fait la méditation et la cohérence cardiaque dans le corps, c'est autre chose, j'en avais parlé déjà la dernière fois, mais la méditation dans le corps, avant de vous expliquer ça, je voulais juste vous dire que aujourd'hui, en fait, la moitié, 80% des êtres humains qui vivent en France, je ne connais pas les chiffres pour les pays étrangers, mais en tout cas je connais ceux de France, vivent dans un état qu'on appelle de survie. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la peur, ils sont toujours stressés, et en fait ils déchargent quasiment en permanence du cortisol. Et le cortisol, en fait, est un poison pour le corps lorsqu'il n'est pas utilisé pour fuir, combattre ou se cacher. Donc on sait aussi que les individus, lorsqu'ils sont épuisés, vont développer une addiction à la décharge de cortisol, un peu comme s'ils prenaient un shoot. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas, par exemple, lorsqu'ils sont fatigués, ils vont trouver un sujet qui va les énerver pour pouvoir en fait monter en pression, s'énerver et déclencher un shoot de cortisol, d'adrénaline en fait. Et on sait que sur le moment, ça vous donne de l'énergie, en vrai. Sur le moment, le cortisol, le déchargement de cortisol, c'est fait pour d'ailleurs, ça vous donne beaucoup d'énergie. Sauf que sur le long terme, ça abîme le cerveau, ça abîme le psychisme, on va parler clairement, ça abîme, on va dire, le corps, puisque ça décharge du cortisol qui va, on va dire, enflammer les tissus des organes. Et ensuite, ça va provoquer un épuisement psychique et physique. Donc on sait que plus on est stressé, plus on va en plus s'énerver. Et on va s'énerver parce qu'on veut des recharges de cortisol de plus en plus courtes en termes de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va essayer d'identifier le fait que quand est-ce qu'on s'énerve, quand on est très fatigué par exemple, il est préférable soit de se reposer, soit un peu de s'extraire de l'endroit où on se trouve pour éviter de décharger sa colère sur les autres et surtout de se faire soi-même monter en pression pour décharger du cortisol.
Donc du coup, les sujets se retrouvent, les sujets qui sont déjà très énervés, se retrouvent à essayer de trouver dans leur environnement proche de quoi se décharger, c'est-à-dire de quoi s'énerver, notamment regarder les gens en voiture et qui s'énervent pour un rien et qui sont vraiment parfois même dangereux. Donc ils vont trouver de quoi s'énerver tout le temps, de quoi être jamais content, ce qui va provoquer l'agacement et l'énervement. Et ensuite, ils vont de fait en plus énerver tout leur entourage. Et ils vont se servir des situations de la vie comme excuse à la montée en colère. Par exemple, la montée en pression et le fait de pouvoir décharger du cortisol à ce moment-là. Nous, ce que nous allons voir déjà, c'est d'essayer de voir combien de fois par semaine vous vous retrouvez dans cet état de stress, d'énervement, etc. Déjà de voir si vous êtes dans cette catégorie-là. Après, le stress et le déchargement du cortisol, ça peut se faire d'une autre manière aussi. La rumination est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se mettent pas en colère, par contre, ils vont ruminer toute la journée ce qu'on leur a fait. Ce qu'on leur a fait il y a 10 ans, ce qu'on leur a fait la veille, et ils vont même trouver plein de raisons à ne pas être contents et à ruminer. Et la rumination est un élément de déclenchement de stress. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous avez vraiment vécu et ce que vous imaginez. Par exemple, notamment les personnes qui souffrent de phobie, si on leur présente l'objet phobique, ils vont avoir une certaine zone de stress. Si on enlève l'objet phobique et qu'on leur demande d'imaginer l'objet phobique, on aura le même niveau de stress dans le cerveau. Donc on sait qu'en fait, nous les êtres humains, nous sommes en capacité de créer de la peur juste par la pensée. Et à contrario, puisqu'on peut créer de la peur par la pensée, la psychologie positive va proposer de créer du bonheur par la pensée. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a aussi une action dans l'autre sens. Et c'est ce qu'on va apprendre ici dans ces vidéos. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vais prendre le temps de vous expliquer ce que la méditation fait dans la zone biochimique du corps, pas dans la zone, mais en tout cas en biochimie dans le corps cérébral. Parce qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'un médecin, par exemple, explique à son patient pourquoi il lui donne des médicaments et l'impact de ces médicaments sur son corps, ce qu'on sait, c'est que, comme par hasard, eh bien, le patient guérit plus vite. C'est-à-dire, il utilise déjà un peu mieux les médicaments et ensuite il guérit plus vite. Donc on sait que le fait de savoir a un impact pour le cerveau pour se mettre en marche de quelque chose et pour favoriser cette chose. D'autres études aussi ont été faites et qui disent qu'on a donné sur 100 personnes qui étaient dépressives, on leur a donné des placebos. Et 81% des personnes qui ont pris ce placebo ont guéri. Et pourtant, c'était de l'eau et du sucre. Donc ce qu'on sait, c'est que du moment que le cerveau est convaincu de quelque chose, lui va se mettre en marche pour réparer tout seul. Puisque ce qu'on oublie aussi beaucoup, et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que notre corps a une grande capacité de guérison lui-même tout seul. Et donc il faut lui faire confiance, mais seulement il faut lui donner l'ordre, il faut lui donner la direction, c'est-à-dire lui dire, voilà, moi je vais aller dans ce sens-là. Et c'est ça qui va nous aider justement à se sentir mieux, c'est-à-dire déjà à le vouloir. Et on va revenir sur cette notion de, pour pouvoir entamer quelque chose dans votre vie, un projet, il faut d'abord trouver votre pourquoi. Exactement comme dans cette vidéo. C'est-à-dire que si vous trouvez votre pourquoi je vais être plus heureux, eh bien vous allez vous-même enclencher quelque chose. Du moment qu'on a trouvé le pourquoi, on va trouver le comment. Le comment, c'est par exemple en regardant cette vidéo ou en lisant des livres. Et ensuite, on va trouver quand. C'est-à-dire que c'est vous qui allez mettre en place le quand je vais mettre ces actions en place. On en revient à l'explication de la méditation. Je me suis un peu égarée, on va reprendre un petit peu. Donc, en fait, on sait que lorsque vous respirez, une respiration profonde et ventrale, c'est-à-dire on respire à partir du bas du ventre, eh bien on sait qu'on va provoquer en fait un mouvement entre le bas du corps et le haut du corps, et le haut du cerveau d'ailleurs, ce qui va provoquer en fait une onde céphalo-rachidienne qui va permettre de mettre en mouvement tout ça et donc du coup de provoquer un courant électrique qui s'appelle un champ d'inductance et qui va permettre à la glande pinéale de décharger de la mélatonine et de la sérotonine. Et ça va nous aider, puisque en fait, du moment qu'elle déclenche la sérotonine et la mélatonine, elle va aussi par rebond déclencher ce qu'on appelle l'ocytocine et la vasopressine. Alors l'ocytocine, tout le monde sait ce que c'est l'hormone du bonheur et c'est l'hormone justement du ressenti d'amour. C'est-à-dire que on sait que les gens qui sont heureux ont un ressenti d'amour à l'intérieur d'eux plus important que les autres. Ce qu'on sait aussi, c'est que les méditants sont beaucoup plus pacifistes que les autres, ressentent plus d'amour envers les autres, sont plus généreux, ont plus d'empathie aussi. Tout à l'heure, je vous citerai la liste, parce que je l'ai noté, de tous les effets positifs de la méditation sur le corps, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a des expériences qui ont été faites et du coup, on a des résultats.
Donc je vous citerai tous les bienfaits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que faisant de la méditation au quotidien, l'idéal c'est de, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est de commencer à 5 minutes et puis d'augmenter progressivement. On sait qu'on va provoquer un changement de la biochimie du corps. De ce fait, ce qui va nous intéresser, c'est que on va produire soi-même les médicaments dont notre cerveau a besoin. Puisqu'en fait, tout à l'heure, on parlait de sérotonine et de mélatonine, et il faut savoir que c'est ce qu'on trouve dans les antidépresseurs et dans les anxiolytiques. L'ocytocine aussi. Donc en fait, on sait qu'on va nous-mêmes produire des médicaments de manière naturelle, sans avoir recours à quelque chose d'extérieur. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu les bienfaits de la méditation sur le corps et la biochimie. Donc on sait que ça, évidemment, ça aide à réduire le stress de manière significative. Ensuite, ça stabilise l'humeur aussi. Ça permet d'avoir une humeur un petit peu plus linéaire. Ça réduit l'anxiété et les phobies sociales. Ça ralentit le vieillissement cérébral. Ça permet aussi d'enlever pas mal de symptômes de la dépression. Ça améliore la qualité du sommeil, ça améliore les capacités, on va dire, les défenses immunitaires. Ça a été prouvé. Ce qu'on sait aussi, c'est que de manière globale, vous allez mieux réagir au stress. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Donc là, c'est la première partie où on va apprendre à gérer son stress, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire de la méditation, vous l'avez bien compris, de la cohérence cardiaque aussi, qui prend un petit peu moins de temps. Et c'est d'essayer de le faire au quotidien, parce qu'on sait que parce que c'est fait au quotidien, justement, ça va changer la plasticité cérébrale. On sait que le système autonome, le système nerveux autonome, qui s'appelle SNA, il n'y a pas 10 manières de le changer, c'est en modifiant notre comportement qu'on va changer cet état interne. Donc il faut savoir qu'il régule, ce système nerveux autonome régule le rythme cardiaque, ça régule aussi la température dans le corps, ça régule aussi, décidément aujourd'hui, les fonctions digestives, ça régule aussi les défenses immunitaires. Ce qu'on sait, c'est qu'un sujet qui est stressé, comme je le disais tout à l'heure, va essayer de trouver un partenaire de conflit. Donc la personne qui est stressée va essayer de rentrer en conflit avec les gens qui sont à côté. Stressé est égal fatigué en fait. Va essayer de rentrer en conflit avec les personnes qui sont à côté d'elle. Parfois, il y a d'autres facteurs aussi pour récupérer de l'énergie. C'est-à-dire que l'individu sent qu'il est fatigué, tendu, sous tension. Il va penser parfois qu'il manque d'alimentation. Donc il va aller chercher de la nourriture et notamment du sucre, puisque le cerveau est un énorme consommateur de sucre. Il faut savoir aussi que pour le sucre, l'addiction est plus importante au sucre qu'à la cocaïne. Des tests ont été faits et on devient plus facilement addict au sucre et on devient beaucoup plus agressif en consommant du sucre. Donc l'idée c'est de réduire le sucre. Par contre, on sait que quand on est fatigué, c'est vers là qu'on va aller. Donc quand on sait ça, on va être beaucoup plus vigilant. C'est-à-dire que dès qu'on va se sentir tendu, on ne va pas se dire tiens, soit je vais aller chercher du sucre, soit je vais ruminer, soit je vais aller agresser quelqu'un. On va plutôt se dire là je suis fatigué, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place déjà pour récupérer un petit peu d'énergie qui ne sera pas la même habitude que je fais précédemment, à savoir d'aller chercher un stimulant, on va dire, une décharge d'adrénaline. Donc ce que je vais mettre en place, c'est que je vais d'abord repérer. Dès que je repère que je suis fatiguée, que je suis stressée, je m'arrête, je fais soit de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de la respiration en fait, pour réguler tout ça, soit je vais marcher un petit peu, soit je vais faire du sport, et ça permet en fait de renvoyer un petit peu d'énergie au corps, mais de manière positive, c'est-à-dire sans l'abîmer. Il faut savoir aussi, c'est que quand vous vous mettez en colère, vous avez immédiatement du cortisol et de l'adrénaline à votre disposition. Ça dure à peu près 20-30 minutes, mais ensuite, c'est rebelote, il va falloir aller en chercher d'autres. Et vous allez passer votre journée, notamment, à faire des pics comme ça pour essayer de récupérer un petit peu d'énergie à droite et à gauche. On sait aussi quelque chose, et on en parlera tout à l'heure plus en profondeur, c'est que le décharge comme ça régulière des décharges comme ça régulières d'adrénaline dans la journée ont un impact sur le sommeil. Et je vous expliquerai notamment pourquoi tout à l'heure, puisqu'on aura justement des conseils pour le sommeil, parce que c'est fondamental. Si on dort bien, l'humeur est bonne, et de ce fait on est beaucoup moins dépressif et on est beaucoup plus joyeux. En deuxième point, dans cette vidéo, ce que nous allons apprendre, c'est quels sont les actes au quotidien qui provoquent du stress dans le cerveau sans que nous le sachions. Alors, je pense que ça, tout le monde le fait, c'est de faire, une des premières choses, c'est de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, vous répondez au téléphone pendant que vous faites les devoirs avec les enfants ou vous cuisinez, peu importe. Vous êtes au téléphone pendant que vous conduisez.
Ça, on le sait, c'est fatigant pour le cerveau. Donc dès que vous faites 2 choses à la fois, on sait, voire 3, il y en a qui arrivent à faire ça, eh bien on sait que là vous allez provoquer beaucoup de stress dans votre cerveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde fait ça sans même se rendre compte. Ensuite, et là je vais me faire beaucoup d'amis je sens, c'est que la consultation des réseaux sociaux est très addictive. C'est-à-dire qu'en fait quand vous consultez, vous regardez une vidéo de chat ou peu importe, eh bien vous allez en fait déclencher de la dopamine. Et ça, c'est le meilleur moyen pour ensuite ne pas faire grand-chose, puisque cette dopamine va être très addictive et vous allez avoir tendance à y retourner tout le temps. On sait que la moyenne, et donc on imagine qu'il y a certains qui le font plus et d'autres moins, du coup, la moyenne, c'est que les personnes consultent leur compte Instagram 83 fois par jour. Donc on imagine bien combien c'est addictif. Donc là, on n'a pas vraiment de tranche d'âge. Je pense que les jeunes, la jeune génération a dû faire pencher, on va dire, quoique il y a des adultes aussi qui y sont très souvent. Donc, revenons aux choses qui stressent votre cerveau. Donc, on a dit de faire plusieurs choses à la fois. On a dit le fait aussi de ne pas être présent à ce que l'on fait. C'est-à-dire que quelqu'un vous parle et puis vous pensez à autre chose ou vous faites autre chose à la fois en même temps, mais ça fait partie quand on fait plusieurs choses à la fois. C'est de ne pas être présent à ce qu'on fait. Ça stresse énormément le cerveau. Et souvent, ce symptôme, c'est déjà le résultat de quelqu'un qui est hyper fatigué. Il y a quelque chose aussi, c'est le fait de ne pas alterner dans la journée des moments où vous allez être en pic d'action et puis des moments où vous allez être au calme. C'est-à-dire qu'en général, le matin, les personnes se lèvent et elles sont en pic d'action toute la journée jusqu'au soir et elles arrivent au soir, elles sont épuisées. Eh bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'alternance et de coupure. Le fait aussi donc, où on se retrouve avec tout le temps pour tenir cette énergie-là, c'est-à-dire cette action-là, c'est là qu'on va décharger beaucoup de cortisol pour avoir un peu de peps. Donc l'idée, en fait, c'est d'alterner des moments où vous êtes en hyperactivité, en activité, et d'alterner avec des moments où vous êtes beaucoup plus calme. Notamment, je connais des personnes qui, lorsqu'ils sont à leur travail, mangent devant leur ordinateur pendant qu'ils continuent à travailler. Et en fait, lorsqu'on mange, il faut vraiment ne rien faire d'autre. Même, il ne faut pas commencer à régler des problèmes dans son esprit. C'est-à-dire, l'idée, c'est de penser à ce qu'on fait, à manger, à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que les personnes qui sont dans l'acte présent, c'est-à-dire que lorsqu'elles mangent, eh bien elles mangent moins que les autres puisqu'elles sont conscientes de ce qu'elles mangent. On s'est rendu compte aussi que par exemple, si vous mangez devant la télé, vous allez manger 30% de plus que ce que vous mangez, que ce que vous auriez dû manger normalement. On sait aussi autre chose, c'est que lorsque vous mangez, il faut mâcher plus de 30 fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre bol gastrique va se remplir de salive, et la salive n'est pas, on va dire, calorique. Donc si rien que cet acte-là de manger, donc sans faire de régime, sans rien, juste de mâcher 30 fois, on sait que les individus peuvent perdre en moyenne 10% de leur poids. Je vous donne un exemple, sur un individu qui pèse 70 kg, ça fait 7 kg de perdu. Dans les actes qui stressent le cerveau aussi, il y a le fait d'être toujours en retard, c'est-à-dire de partir toujours à la dernière minute, d'arriver complètement essoufflé à vos rendez-vous, parfois d'arriver en retard. Ça, on sait que ça stresse le cerveau. Il y a aussi quelque chose qui stresse le cerveau, et ce sera la dernière des choses, c'est le fait de ne pas manger alors qu'on a faim. Parce que ça ne correspond pas à vos heures de bureau ou autre chose. On sait que ça a un impact puisque ça développe une hypoglycémie et ça a un impact de stress sur l'organisme. En numéro 3, nous allons voir comment éviter de ruminer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent leur journée à ruminer, c'est une addiction. C'est une addiction parce que ça déclenche, on l'a vu tout à l'heure, du cortisol et de l'adrénaline. Donc on va voir comment on fait pour ne pas ruminer. Quand l'idée ruminative vous vient à l'esprit, c'est d'essayer de se concentrer sur ce que vous êtes en train de faire dans l'immédiateté. Imaginons que vous soyez en train de faire la vaisselle, eh bien ça va être de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, je fais la vaisselle. Et vous évitez complètement la rumination qui va revenir. Plus vous allez faire de la méditation, plus ce sera facile de vous recentrer sur vous-même en fait. Ça a été prouvé. Pour ce qui est du fait de ruminer, il faut arrêter de se trouver des excuses ou de trouver des coupables. C'est-à-dire que dans la vie, au quotidien, on peut toujours trouver quelqu'un à qui on va pouvoir avoir à reprocher quelque chose. Et donc à ruminer sur ce qu'il a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, et ensuite passer la journée là-dessus, voire sur des choses qui sont très vieilles parfois. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là qui est une addiction, il faut justement en sortir. Et vous allez d'ailleurs vous sentir mieux, puisqu'en fait c'est vos idées qui font, c'est la qualité de vos idées qui font la qualité de votre vie. La qualité de vos pensées
qui font la qualité de votre vie. C'est-à-dire que si vous passez votre journée à ruminer des idées, on va dire, d'agressivité, de rancune, vous allez passer votre journée dans ça. Donc quel dommage. Dans le 5e point, donc souvent on entend parler de la gratitude, qui est un terme à la mode aujourd'hui, mais c'est d'observer et d'être reconnaissant de ce que nous possédons déjà. Eh bien parce qu'en fait on sait que si vous faites ça 10 minutes par jour, mais sincèrement, c'est-à-dire que vous regardez un petit peu ce que vous avez déjà vous dans votre vie, les choses positives, la chance que vous avez par rapport à certains, eh bien vous allez développer de l'hémoglobuline A qui en fait, et ça va nous servir dans ces temps, c'est que c'est une hormone qui permet d'activer les défenses immunitaires. Et ce n'est pas rien parce qu'en fait c'est une des plus importantes. Donc si vous arrivez, vous, tous les jours, à justement 10 minutes par jour, d'essayer de faire un peu le bilan en fin de journée, des choses positives que vous avez vécues, de ce que vous avez possédé déjà, pas forcément en bien matériel, mais de ce que vous possédez, la santé, les enfants, etc., eh bien ça va vous permettre d'augmenter vos défenses immunitaires de manière à être beaucoup moins malade, puisqu'on sait que les personnes qui ont recours à ça, 10 minutes par jour, sont 40% moins malades que les autres. La 6e chose, c'est d'éviter de dire du mal des autres. Alors je vais vous expliquer pourquoi. D'un point de vue biochimique, quand vous dites du mal de quelqu'un, parfois vous avez le sentiment que ça vous décharge, surtout s'il y a du monde à côté et que vous commencez à critiquer cette personne alors qu'elle n'est pas là avec d'autres personnes. Souvent ça arrive avec les collègues de travail. Donc quand vous êtes dans cette action-là, vous avez le sentiment, quand vous y êtes, que ça décharge. Mais après, il y a le double effet qui est que vous allez récupérer de la culpabilité et puis vous allez récupérer un certain malaise, mal-être, vis-à-vis de cette personne quand vous allez la revoir. Et ça, ce n'est pas bon pour votre cerveau. Ça va créer du stress et ça va créer aussi la culpabilité, créer du cortisol, il faut le savoir. Donc l'idée, c'est d'éviter de critiquer les autres, d'éviter aussi de se critiquer soi-même, d'être un petit peu plus clément avec soi. Il y a un de mes professeurs qui disait que lorsqu'on parlait des pathologies qu'avaient les autres et qu'on était surpris parfois de ce que certains pouvaient développer, il nous disait, si vous aviez vécu la même vie que lui, si vous aviez eu les mêmes parents que lui, si vous aviez eu le même environnement que lui, vous auriez déclenché la même maladie que lui. Et du coup, à partir de là, c'est compliqué de critiquer ceux qui nous entourent, puisque nous ne savons pas nous-mêmes comment nous aurions réagi, et il est toujours facile de critiquer quand on n'a pas vécu quelque chose. Donc c'est de se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, moi je vais essayer de ne pas critiquer les autres parce que ce n'est pas bon pour moi, ça me renvoie ensuite par la culpabilité une mauvaise image de moi-même. Et il y a une image bouddhiste, encore, vous allez me dire, qui dit que lorsqu'en fait vous critiquez quelqu'un, c'est comme si vous preniez un oreiller avec plein de plumes, vous allez au sommet, on va dire, du clocher du village, vous jetez ces plumes partout, et ensuite, vous redescendez, et là vous réalisez ce que vous avez fait, et vous essayez d'aller récupérer une à une les plumes qui ont été jetées du haut du clocher. Donc c'est-à-dire que c'est impossible. C'est le fait de dire du mal des autres et de faire de la peine à d'autres personnes aussi, parce que si jamais ils l'entendent, forcément ça va leur faire de la peine, eh bien c'est une peine qu'on ne peut pas récupérer, c'est fini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, c'est terminé. Donc il est important et il est intéressant d'éviter de critiquer les autres. On s'est rendu compte aussi que les gens qui évitent de critiquer les autres sont beaucoup plus cléments avec eux-mêmes, parce qu'ils s'incluent, je crois, dedans en fait. En 7e position, nous trouvons savoir pardonner. Il est important de pardonner. Pourquoi? Alors c'est pas pour l'autre qu'on pardonne, c'est pour soi-même d'abord, parce qu'en fait lorsqu'on est en colère ou en rancune envers quelqu'un, on va encore développer l'hormone du stress, de l'agressivité, et en fait ça n'abîme qu'un seul contenant, ça abîme celui qui la contient, c'est-à-dire l'agressivité, la colère et la rancune n'abîment pas l'autre, ça nous abîme nous-mêmes. Donc en fait il est important de pardonner pour deux choses, parce qu'on va couper le lien avec l'autre, puisque le fait de rester en rancune avec quelqu'un, eh bien ça nous maintient en lien, mine de rien, négatif avec cette personne-là, et ensuite pour être, on va dire, au calme avec soi-même. On sait aussi que lorsque quelqu'un vous a fait du mal, eh bien, il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de soi aussi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à pardonner à l'autre, mais à soi-même. Puisque la plupart du temps, après, on va se reprocher de ne pas avoir réagi comme on l'aurait souhaité, de s'être fait avoir, de s'être fait manipuler. Et de ce fait, on va aussi développer de l'agressivité envers soi. Donc il est important, de comprendre qu'il faut savoir pardonner pour soi, par rapport aux autres, pour soi et par rapport à soi-même. S'achève la deuxième partie sur la vidéo sur le bonheur. Sur la prochaine vidéo, nous aborderons le reste des techniques à suivre pour augmenter notre sensation de bonheur dans notre vie. J'espère que cette vidéo aura aidé le plus grand nombre et puis je vous dis à bientôt.